Bonjour à toutes et à tous. Merci aux organisateurs du congrès de m'avoir invité pour parler de la sténose aortique et de l'amylose cardiaque. Alors, la présentation va principalement se baser sur une review qu'on a fait, un travail collaboratif entre le Québec et la France, associant des spécialistes de l'amylose cardiaque et de la sténose aortique. Un petit rappel de physiopathologie. Vous savez tous que le dépôt amyloïde s'accumule un peu partout dans le cœur, dans toutes les structures, et notamment dans ce qui va nous intéresser dans cette présentation, dans les valves, avec un épaississement des feuillets valvulaires et une restriction d'ouverture. Il a été montré chez des patients qui ont été explantés, opérés de valves aortiques, qu'il y a des dépôts amyloïdes dans ces valves et que ces dépôts amyloïdes pourraient favoriser la microcalcification. Par contre, nous n'avons actuellement pas de données pour savoir quelle est la part de l'amylose quant à l'évolution de la sténose aortique chez les patients qui ont une amylose cardiaque. Un peu de rappel épidémiologique. Donc, l'amylose cardiaque, on va principalement parler de l'amylose sénile à transthyrétine non mutée dans cette présentation. Donc, l'amylose cardiaque est fréquente chez la population âgée, jusqu'à 25 des patients de plus de 80 ans sur des séries autopsiques, et que ça représente à peu près 15 des patients qui ont de l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée ou à FE modérément altéré. En ce qui concerne la sténose aortique, en fonction des études et donc en fonction de l'âge des patients qui sont inclus, des techniques de traitement de la valve aortique et des méthodes de diagnostic de l'amylose cardiaque, on retrouve une proportion de patients, de 5 à 30 de patients qui auraient une amylose cardiaque parmi ceux qui ont une sténose aortique. Je vous ai mis ici le résumé de la littérature des publications sur sténose aortique et amylose cardiaque. Vous voyez que la prévalence de l'amylose cardiaque chez ces patients atteints de sténose aortique peut varier de 30 à 6 30 sur des méthodes histologiques. Donc, on a autopsié les cœurs des patients qui ont eu un TAVI et on a trouvé de l'amylose. Ce n'est pas forcément synonyme d'amylose cardiaque clinique. Quand on regarde des études où on fait une scintigraphie au marqueur osseux systématique chez des patients qui viennent pour un TAVI, on voit qu'on est aux alentours des 10, 13, 14, 15 Et par contre, si on fait un diagnostic qui est basé sur des critères, des points d'appel, essentiellement échographie clinique ou IRM, on est plutôt aux alentours des 7-8 Donc, une variabilité importante de la prévalence en fonction des méthodes diagnostiques et de la population concernée. Je vous rappelle les critères, les points d'appel, ce qui doit vous faire suspecter une amylose cardiaque chez un patient qui a une sténose aortique. Alors, c'est principalement, bien sûr, l'âge et le sexe, mais en général, la sténose aortique, ça touche des patients âgés. Le sexe masculin, d'un point de vue clinique, ce qui est important, c'est surtout la disproportion entre la sévérité de la sténose aortique et les symptômes. Un patient qui est très essoufflé et surtout qui a des signes d'insuffisance cardiaque droit, alors qu'il n'y a pas de raison que le rétrécissement aortique retentisse autant sur le cœur droit, le fait d'avoir des troubles de conduction, surtout à un âge prématuré, et les deux fameux signes extracardiaques que sont l'opération du canal carpien ou la présence d'un canal carpien bilatéral et le canal lombaire étroit. Sur l'électrocardiogramme, ce qui est important dans ce contexte, c'est la discordance entre l'hypertrophie du ventricule gauche et le microvoltage sur l'électrocardiogramme. D'un point de vue biomarqueur, c'est assez commun à toute amylose cardiaque, c'est la discordance entre des marqueurs qui sont très élevés, que ce soit la troponine ou l'NT-proBNP, et l'atteinte cardiaque proprement dit à l'échographie. Et les marqueurs intéressants à l'échographie sont la disproportion entre la sévérité de la sténose aortique et l'hypertrophie. Ça, c'est un très bon marqueur. En général, on a une hypertrophie ventriculaire gauche importante lorsqu'on a un rétrécissement aortique qui est très serré et qui évolue depuis longtemps. Les marqueurs de fonction longitudinaux sont importants avec le strain longitudinal, mais aussi l'onde S à l'anneau mitral, la partie latérale de l'anneau mitral qui marche bien avec un cutoff à 6 cm/s. Le fameux aspect brillant, granulé du myocarde et l'hypertrophie du ventricule droit sont des bons marqueurs également. L'IRM, il n'y a pas de spécificité particulière à part le rehaussement classique de l'amylose qui est très évocateur. Ici, je vous ai mis une vidéo d'un patient qui a une sténose aortique serrée, une amylose. Donc vous voyez la valve, certes, qui est calcifiée, qui est serrée, mais une hypertrophie qui est quand même très importante. Ici, en apical, donc là, on voit très bien l'hypertrophie, l'aspect brillant du myocarde, les valves
atrioventriculaires, surtout mitrales qui sont épaissis, le septum interatrial qui est épaissi et l'hypertrophie du ventricule droit. Et enfin, la confirmation, lorsqu'on a tous ces paramètres cliniques et paracliniques évocateurs d'une amylose, la confirmation se fait essentiellement par le dosage des chaînes légères urinaires et sanguines et par la scintigraphie au marqueur osseux. Donc voilà l'algorithme qu'on avait établi dans la review qu'on avait publiée, qui se base sur les recommandations de l'amylose en dehors de la sténose aortique. Donc vous avez les critères, les points d'appel qui font suspecter la maladie. Vous faites la scintigraphie et les chaînes légères urinaires et plasmatiques. Et en fonction des résultats de ces deux examens, vous orientez votre stratégie. De façon simple, si la scintigraphie ne fixe pas et qu'il n'y a pas de chaîne légère dans les urines ou dans le sang, c'est très peu probable qu'il y ait une amylose cardiaque. On peut pousser les examens si on est persuadé qu'il y en a une sous-jacente, mais a priori, il n'y en a pas. À l'inverse, si vous avez une forte fixation et des chaînes légères qui sont négatives, vous avez un diagnostic d'amylose à transthyrétine. Après, il faut faire le génotypage pour savoir si c'est muté ou non muté. Et enfin, toutes les zones intermédiaires nécessitent d'aller jusqu'à la confirmation histologique pour savoir quel type d'amylose il s'agit et s'il y a bien une amylose. Donc ici, vous avez un cas d'un patient qui a une sténose aortique et une amylose cardiaque. Vous voyez donc l'hypertrophie du ventricule gauche, avec ici l'hypertrophie, enfin l'épaississement du septum interatrial, le microvoltage, l'onde S à l'anomitrale qui a baissé, ainsi que le strain longitudinal, l'IRM avec le rehaussement sous-endocardique diffus, et la scintigraphie avec la forte fixation osseuse, un stade 3 de fixation, puisque vous avez quasiment le reste du squelette osseux qui est effacé par rapport à la fixation myocardique. Ici, le patient a bénéficié d'un TAVI, donc ici où il y a le patient juste après l'intervention, avec sa prothèse en place. Un patient qui a une sténose aortique sans amylose. Vous voyez quand même qu'on peut retrouver des hypertrophies conséquentes chez les patients qui ont une sténose aortique très serrée, un strain qui est également altéré, mais avec un aspect moins évocateur, avec l'aspect en cocarde qui est moins important, une fixation osseuse qui est négative, et une IRM qui ne retrouve pas de rehaussement. Ensuite, en termes, si maintenant on aborde l'évaluation de la sténose aortique chez un patient qui a une amylose, l'évaluation est souvent plus complexe, parce qu'il a été rapporté dans la littérature une prévalence de 30 à 80% du bas débit. Et donc, on se retrouve facilement dans la littérature, c'est aux alentours de 50-60% de patients qui ont un rétrécissement aortique soit en bas débit paradoxal, soit en bas débit classique avec une FEVG altérée. Et donc, chez ces patients, on est bien souvent embêté par l'évaluation de la sévérité de la sténose aortique. L'échographie de stress, surtout si la FEVG est altérée, peut être intéressante, mais en cas de FEVG préservée, souvent, elle ne permet pas de conclure. Et chez ces patients, peut être intéressant d'utiliser le score calcique pour confirmer la sévérité de la sténose. Le seul problème, c'est que le score calcique n'a pas été validé chez ces patients, c'était validé chez des patients qui n'avaient pas d'amylose. On ne sait pas très bien si les dépôts d'amylose, de substances amyloïdes dans les valves, peuvent être responsables d'une part du caractère sténosant de la valve, et surtout peuvent être responsables d'un faux négatif du scanner, car les dépôts amyloïdes ne seraient pas calcifiés. Ici, vous voyez un patient qui avait un rétrécissement aortique. Donc, quand on regarde, on avait une surface valvulaire à 0,9 cm², un gradient moyen à 30, donc une discordance entre le gradient et la surface, avec un bas débit, puisque le patient il avait une FEVG préservée, mais un stroke volume indexé à moins de 35 ml par mètre carré. Le score calcique a permis de rétablir le diagnostic. La scintigraphie avait confirmé la fixation myocardique. Et le patient était traité par un TAVI. Donc, qu'en est-il du pronostic? Parce que est-ce qu'il faut traiter ces patients? Comment les traiter? Déjà, ce qui est rapporté dans la littérature, c'est presque du case report, c'est-à-dire que ce sont des petites séries de cas avec des interventions diverses
des patients qui sont traités médicalement, donc il est difficile de conclure de façon absolue sur quel est le meilleur traitement. Ce qui est rapporté par contre, c'est qu'on a l'impression que les patients qui ont une amylose cardiaque ont un risque opératoire, un risque d'intervention qui est plus élevé, notamment en cas de chirurgie. Dans certaines séries, ont été rapportés que les patients qui ont une amylose et une sténose, une amylose avec ou sans sténose aortique ont le même pronostic. Le seul problème, c'est que dans ces séries, une partie des patients qui ont une sténose ont été traités médicalement, donc si on ne traite pas la sténose, évidemment, le pronostic ne va pas trop changer. Donc la question de la futilité, on ne peut pas y répondre actuellement. Il ne faut pas penser que ce soit futile chez ces patients uniquement sur des études qui prennent des cas très évolués, surtout si on ne traite pas la sténose aortique. Pour l'instant, on se base sur les recommandations qui sont déjà publiées pour l'ensemble de la population, c'est-à-dire que les patients symptomatiques doivent être traités et l'avantage d'identifier l'amylose avant le traitement, c'est de détecter les complications précoces qui pourraient survenir, notamment les troubles de conduction et potentiellement les risques de perforation lors d'intervention. Cependant, c'est une population à haut risque parce que souvent âgée avec des comorbidités ou une dysfonction ventriculaire gauche, donc ils sont souvent adressés au TAVI. Ici, je vous ai mis un résumé de la littérature sur les patients qui ont été traités. Donc, vous voyez que globalement, les patients sont plus traités par TAVI, sachant que les 3 dernières études, ce sont des patients qui ont été dépistés de façon systématique dans des études TAVI. Donc, forcément, il y a un petit biais. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque les patients sont diagnostiqués avec une amylose parce qu'il y avait des signes cliniques ou des points d'appel, souvent le pronostic est quand même moins bon. Vous voyez, là, la mortalité tardive, à moyen terme, on va dire, est quand même assez élevée, alors que dans les 3 dernières études, c'était du dépistage systématique à la scintigraphie, avec des patients qui n'avaient pas forcément de symptômes d'amylose cardiaque, pas forcément d'insuffisance cardiaque sévère, et vous voyez que le pronostic est comparable à ceux qui n'ont pas d'amylose dans ces corps traités par TAVI. Donc, en tout cas, si c'est une forme pas évoluée, le pronostic est bon, il faut les traiter. Si les patients sont très évolués, il faut discuter de la futilité en fonction principalement des comorbidités de l'âge du patient. Une autre question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire de l'amylose chez les patients qui ont une sténose, puisqu'on parle de traiter la sténose aortique, certes, mais il faut aussi traiter l'amylose. Je vous rappelle la publication de 2018 sur le tafamidis, qui montrait qu'il y avait un bénéfice à traiter les patients, essentiellement les patients les moins évolués. Donc se pose la question de traiter en parallèle de la sténose aortique par tafamidis les patients. On avait fait un algorithme dans la review, donc c'est un algorithme qui est plus basé sur un avis d'expert qu'autre chose. Hein. Mais globalement, quand on regarde l'amylose à transthyrétine, donc c'est la partie gauche du schéma, lorsqu'on a un haut gradient chez le patient qui a une sténose aortique à haut gradient, plutôt s'orienter vers le TAVI en fonction du risque et surtout s'il y a des paramètres de mauvais pronostic, comme un stroke volume bas, un strain très altéré ou une FEVG altérée. Chez le patient qui est en low flow, essayer de confirmer le diagnostic par score calcique. Ici, on a mis en pointillé, c'est-à-dire que si on n'a pas les seuils de sévérité au score calcique, en pointillé, on avait mis ne pas forcément éliminer tout de suite la sténose aortique et peut-être envisager une dobutamine si elle n'avait pas été faite. En tout cas, si le score calcique confirme, plutôt s'orienter vers un TAVI puisque le patient est en low flow et donc a plus haut risque de complications. Et enfin, dans la sténose aortique modérée, préconiser une surveillance. Toujours évaluer en hors team l'indication. Est-ce que le patient est fragile? Est-ce que le patient va bénéficier de l'intervention pour décider de la thérapeutique finale? Et enfin, on avait mis à chaque stade de mettre un traitement de l'amylose elle-même, c'est-à-dire le tafamidis. Je vous ai laissé les autres choses associées, les autres traitements à associer chez l'amylose, mais qui est commun à toutes les amyloses. Donc en conclusion, je dirais que l'amylose est assez fréquente dans la sténose aortique, que le diagnostic repose essentiellement sur le chêne légère et la scintigraphie à marqueur osseux, que le diagnostic de l'amylose cardiaque concomitante à la sténose aortique est important pour décider de la procédure et surtout anticiper les complications potentielles, et que sur les données qu'on a actuellement, il ne faut pas récuser les patients de l'intervention aortique parce qu'ils ont une amylose, car
les outcomes sont plutôt, bons. Voilà, je vous remercie.